3 évêques de Meaux au temps des Lumières. Avant de commencer cette conférence, j'aurais voulu remercier Marie-Laure Gordien qui nous reçoit dans la bibliothèque et les livres qu'elle nous a permis de consulter. De remercier également Denis Vassig pour la photo du cardinal de Bissy qu'il m'a envoyée et toutes les personnes qui m'ont encouragée pour préparer cette conférence. Alors je vais vous parler du premier évêque qu'on a choisi, le cardinal de Bissy. Voilà, donc on va parler de 3 évêques de Meaux, tous du XVIIIe et tous au temps des Lumières. Le premier est arrivé juste après Bossuet, donc il a une place un peu difficile à tenir dans l'histoire de la ville. Alors, qui était le cardinal de Bissy? Henri Ponce de Thiard de Bissy est d'une famille ancienne, une famille noble de Bourgogne. Il est né à Pierre de Bresse, c'est l'ancien diocèse de Besançon, c'est l'actuel Saône-et-Loire aujourd'hui. Un de ses aïeuls se serait marié en 1350. Et dans sa famille, il y a de nombreux évêques. Il fait partie d'une fratrie de 12 enfants, 7 garçons et 5 filles. Son père est prénommé Claude, comme son ancêtre du XIVe siècle. Les aînés combattent et les cadets servent l'Église, ainsi que ses sœurs, dont plusieurs furent abbesses. Il fit ses études chez les jésuites à Dijon, comme Bossuet, puis vient à Paris pour étudier la théologie. Il sera docteur en théologie à l'âge de 28 ans, puis sera évêque de Toul dès 1687. Alors, je commence par la photo qui vient de la cathédrale, qui est située dans le bas-côté sud de la cathédrale. Vous avez la liste des évêques de Meaux. Je commence par Bossuet et nous allons aller jusqu'à Auguste Alou, puisque Auguste Alou est lui-même enterré dans cette cathédrale. Henri Thiard de Bissy va être évêque, vous voyez, pendant 33 ans. C'est quand même un temps relativement long. Voilà, sur l'autre photo, vous avez la dalle funéraire des évêques de Meaux. Cette dalle est souvent cachée par le tapis de l'aigle et j'ai emprunté une photo de Pierre Charon qui vient de son article sur Thiard de Bissy dans la SHMR. Vous voyez que Thiard de Bissy est le premier à avoir été enterré dans sa cathédrale en 1737, suivi par de nombreux évêques. On remarque que son suiveur, Antoine de la Roche de Fontenille, est également enterré dans la cathédrale. Puis il y a un grand laps de temps entre Antoine de la Roche de Fontenille et Auguste Alou. 125 ans, il n'y a pas eu d'évêque enterré dans la cathédrale. Puis après, on a Monseigneur de Brie et Monseigneur Marbeau, l'évêque de la guerre de 14. Puis 2 nouveaux évêques sont enterrés par la suite, Monseigneur de Bray et Monseigneur de Mauléon. Il y a des petites plaques le long de la grille du chœur. Voilà le portrait qui se trouve au musée Bossuet de Meaux. Il a quitté sa petite place dans l'apothiquerie pour regagner l'antichambre des évêques de Meaux. Vous avez ici l'évêque qui est déjà cardinal. Donc on a ces dates, il est évêque de Meaux de 1704 à 1737. On peut dater le tableau après 1713 puisqu'il y a la bulle Unigenitus du pape Clément sous sa barrette, et il est cardinal en 1715, et autre date,
le tableau date d'après 1724, puisqu'il porte l'ordre du Saint-Esprit autour du cou. Il est assis sur un grand fauteuil à dossier droit, et vous voyez l'arrondi des bras du fauteuil avec ses mains. Il porte les vêtements que tout cardinal portait à l'époque. Il est en habit d'hiver avec son camail de fourrure, et vous pouvez admirer la dentelle de son rocher. Tu peux passer là. Deux cartels différents. C'est assez intéressant de voir que le premier cartel, vous avez deux attributions possibles, mais le tableau est toujours anonyme. Ce tableau faisait partie de l'ancienne collection des évêques, ça c'est intéressant, et c'est un dépôt de l'État de 1909, donc c'est après la séparation de l'Église et de l'État. Sur le nouveau cartel, on a juste tableau anonyme, 18e, et une date. Et on nous rappelle qu'il a été abbé de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Donc ça, c'est important. On n'a pas beaucoup de portraits de cet évêque, à part celui-là. Il y a un portrait de Rigaud, qui est assez connu, qui nous représente un tiers de Bissy plus jeune. Voilà, alors j'ai appelé ces deux photos les mains parlantes du prélat. Pourquoi? Parce que au 18e, au 17e et au 18e, l'importance des mains et l'importance du placement des pieds a des significations. Et vous voyez qu'avec sa main droite, il est en train de faire une argumentation. Il parle avec sa main droite. Et de sa main gauche, il tient sa barrette de cardinal qui est dépliée, et vous avez la bulle Unigenitus qui est juste en dessous. Et vous voyez l'horizontale de la table avec l'arrondi du fauteuil. Le portrait, il est presque de face, pratiquement de 3/4 face. Il ne nous regarde pas. Vous voyez, ses yeux sont grands ouverts, mais le prélat ne nous regarde pas. Il porte l'ordre du Saint-Esprit. Alors, il le porte en sautoir, comme tous les commandeurs de cet ordre. Les autres personnages qui reçoivent l'ordre du Saint-Esprit le portent épinglé à la poitrine. Alors voilà les armes du prélat. Donc ça c'est important de voir les armes. Donc je vous ai mis d'où ça vient, la notice héraldique et sigillographique des évêques de Meaux, par Adelot-Périer et Le Blondel, 1876. Donc vous voyez ces trois écrevisses placées deux et une. Alors ici on a les armes du prélat une fois cardinal et une fois ayant reçu l'ordre du Saint-Esprit. Vous retrouvez tout en haut son chapeau de cardinal, les petits pompons, et vous voyez que tout en bas il y en a 5. Au centre on retrouve les écrevisses posées 2 à 1, et puis la couronne ducale surmontée par une croix de procession. Et puis, si vous pouvez lire, il y a la ville de Meaux qui est mentionnée, au-dessus de la croix du Saint-Esprit, Henri Ponce de Thiard, cardinal de Bissy, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, abbé de Saint-Germain-des-Prés de Paris. Vous noterez l'orthographe Bissy avec les F et Prés avec le Z. Alors là, vous avez une photo du château de Pierre de Bresse. C'est un château qui se situe, comme je vous l'avais dit, en Saône-et-Loire. Ce château est un château ancien, comme vous pouvez voir. Il a été construit par le père Claude, qui est le père de Thiard de Bissy, du cardinal.
et avec cette série d'arcades, et il a été bâti à l'emplacement d'une demeure seigneuriale. Vous voyez qu'il est entouré de fossés remplis d'eau, mais il renferme un jardin de plaisir. Et puis de très beaux communs, et comme très souvent dans les châteaux, les communs sont recouverts de tuiles, vous voyez des toits de tuiles, et le château recouvert d'ardoises. Les communs sont très souvent en briques, comme ici, et le château, lui, construit en pierre. Alors, je vous ai remis la pierre tumulaire du caveau des évêques pour bien que vous voyez l'ordre des évêques à nouveau. Henri Thiard de Bissy, il est décédé dans son abbaye de Saint-Germain-des-Prés. On va ramener son corps en grande pompe et il va être inhumé dans sa cathédrale. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il est le premier à avoir été enterré dans ce caveau qu'il a lui-même créé vers 1720. Il va également refaire tout le chœur de cette cathédrale Saint-Étienne. Le maître-autel que vous voyez ici, avec le tabernacle, les grands chandeliers, et puis il va payer la grille qui est à l'extérieur entre le chœur et la chapelle de la Vierge. C'est lui-même qui va payer la grille du chœur. Vous voyez que le dallage noir et blanc est caché par le tapis de l'aigle sur la photo précédente. Voilà. Sur la photo suivante, vous avez un détail du médaillon en bronze doré de Quéniard, qui était sculpteur bronzier du roi, 1725. Et ce médaillon vient d'être restauré. Et vous voyez, on voit très très bien les détails de la scène. C'est la scène de lapidation. Vous voyez le mouvement de tous ces personnages qui tiennent des cailloux et qui vont le jeter sur le saint. Et vous voyez Saint Paul assis à gauche sur son fauteuil. Il est alors soldat romain. Il assiste à la scène. Alors, je voudrais vous parler un petit peu des actions meldoises et surtout de la générosité de ce prélat. Il va faire venir à Meaux les frères des écoles chrétiennes, il va les installer dans 2 maisons, une dans le faubourg Saint-Nicolas, en face de l'église des Cordeliers, c'est-à-dire à l'emplacement de Saint-Nicolas d'aujourd'hui, et puis il va leur donner une rente de 1200 livres. L'autre école sera dans le quartier du Marché. Il va également faire venir à Crouy-sur-Ourcq les religieux du tiers-ordre de Saint-François après la découverte d'une statue de la Vierge dans un chêne abattu. Les 2 tableaux qui racontent cette histoire se trouvent à l'intérieur de l'église de Crouy-sur-Ourcq. Il va également faire restaurer les églises de Saint-Nicolas, Saint-Martin et Saint-Saintin dans le quartier du Marché, et Saint-Rémy, qui est une église qui est disparue aujourd'hui. Sa génération est importante aussi pendant la Grande Peste à Marseille. Il va faire envoyer 10 000 livres aux pauvres de la ville. Et puis, il va faire une fondation de 10 bourses pour le petit séminaire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait déjà 10 bourses sur la fondation Jean Rose pour les petits séminaristes. Et donc, ça va être augmenté de 10 autres bourses avec le prélat. Alors, on va regarder l'Hôtel-Dieu de Meaux, parce qu'il ne se contente pas de restaurer les églises, de refaire le chœur de la cathédrale. Il va, à la fin de son mandat, poser la première pierre de la nouvelle chapelle de l'Hôtel-Dieu de Meaux. Alors, cette chapelle donc avait une double titulature Sainte-Marthe et Sainte-Madeleine.
Ce dessin, vous pouvez le retrouver dans la montée de la rampe du musée Bossuet. Elle fait partie de la collection Asselineau, si je me souviens bien. Et vous voyez la flèche, il y avait beaucoup d'églises, beaucoup plus d'églises à Meaux qu'avant. Et sur la photo précédente, on peut voir la flèche de cet hôtel-Dieu. Au premier étage, vous aviez, elle était située, cette chapelle était située parallèle à la rue Saint-Rémy, avec deux salles, la salle des hommes côté rue Martin-Pré et la salle des femmes côté rue des Vieux Moulins. Cet hôtel-Dieu va disparaître sous l'épiscopat de Monseigneur Alou et on a la chance de pouvoir aller voir le retable de cette chapelle qui se trouve dans cette petite église de Saint-Quirin à Vaucourtois. Eh bien, le maire de l'époque, Monsieur Oudard, va racheter deux choses quand on démolit la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Il va racheter le retable, et on sait que ce retable vient de l'Hôtel-Dieu parce qu'il a exactement la même taille que le chœur de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, et il va racheter également le bois de charpente de la flèche pour le clocher de Saint-Quirin de Vaucourtois. Je vous ai mis un détail pour que vous voyez la qualité du travail. Rappelez-vous le médaillon de Saint-Étienne. Et ici, nous avons un superbe aigle sur cet autel. Regardez l'aigle qui, bien sûr, là, est le symbole du Christ. À partir de 1715, non, excusez-moi, oui, c'est ça. Le prélat va devenir abbé de Saint-Germain-des-Prés. C'est comme il est abbé commendataire, c'est le roi qui le nomme à Saint-Germain-des-Prés. Il ne va pas faire de grands travaux. Le plan que nous avons est de 1723. Donc vous voyez, il est déjà abbé. Et concernant ces jardins, parce que vous voyez des jardins, plusieurs jardins au milieu de cette abbaye, il va faire venir les orangers du jardin Bossuet de Meaux. Il fait réaliser le parvis devant l'église, vous voyez, ça c'est nouveau, lorsqu'il est abbé de Saint-Germain-des-Prés, il crée le parvis. Il va créer les deux rues qui sont à côté du parvis, qui ont disparu aujourd'hui, la rue de Childebert et la rue Sainte-Marthe, et il va y construire des immeubles de rapport. Les grands travaux n'ont pas lieu dans l'abbaye. Les grands travaux vont être réalisés par le comte de Clermont qui va lui succéder, et le comte de Clermont demandera les services du grand architecte Ardouin-Mansart pour restaurer tout le palais abbatial. Alors l'église de l'abbaye a encore ces trois clochers, vous voyez donc les deux clochers du transept qui vont disparaître, et cette gravure est une gravure d'Israël Sylvestre. Alors je voudrais revenir sur la réception des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. Il est donc fait chevalier en 1724, donc c'est une gravure de Hyacinthe Rigaud dans la chapelle du château de Versailles qui vient d'être terminée. Elle est terminée une dizaine d'années auparavant, et toute la voûte est quelque chose de nouveau dans l'architecture. Vous voyez, il y a des grandes fenêtres hautes et puis une voûte d'un seul tenant. Ça, c'est quelque chose de nouveau, hein. Vous voyez donc, là, on voit mieux sur le tableau de Nicolas Lancret. Ce tableau est au musée du Louvre, il fait partie de la collection du docteur Lacaze. Et dans cette promotion, c'est la troisième promotion sous Louis XV, il y a 5 prélats qui vont devenir commandeurs, comme lui, de l'ordre du Saint-Esprit, et 50 laïcs qui vont être faits chevaliers. Donc vous voyez, c'est une énorme promotion.
Donc 2 artistes vont s'intéresser à cette remise de l'ordre du Saint-Esprit. Donc Nicolas Lancret, qui vit de 1690 à 1743, et Hyacinthe Rigaud, mort excusez-moi, j'ai oublié. La collection du docteur Louis Lacaze arrive au Louvre après sa mort en 1869. Cet ordre du Saint-Esprit, que vous voyez représenté sur ces 2 images, est un ordre qui a été créé par Henri III en 1578 pour s'assurer la présence autour de lui et proche de la cour de tous ces personnages. Alors, ce prélat est quelqu'un d'important pour l'impression des livres. Il va faire imprimer énormément de livres. Ça avait été déjà le cas pour Bossuet auparavant. Il va imprimer dès 1709 son missel, le bréviaire en 1713, le graduel, ce sont des chants grégoriens en 1714, l'antiphonaire en 1718, le processionnal en 1724, ce sont des prières que l'on chante en procession, et un nouveau rituel en 1734. J'ai trouvé tous ces renseignements dans la semaine religieuse de 1901. Tous ces livres ont été imprimés à Paris par de différents imprimeurs. Et dans la semaine religieuse de 1901, on raconte tous les démêlés avec l'imprimeur Meldois Allard, qui n'est pas content du tout de voir tous ces livres imprimés à l'extérieur de la ville. Je vais profiter d'être devant ces dates pour vous rappeler quelques dates de l'histoire de France, puisque l'épiscopat de cet évêque comprend 3 grandes périodes. La fin de la vie de Louis XIV, avec Madame de Maintenon, le roi étant mort en 1715, puis la régence avec Philippe, duc d'Orléans, de 1715 à 1723, puis le règne de Louis XV de 1715 à 1774. Il sera couronné roi en octobre 1722. Voilà, un petit rappel. Et vous rappelez également qu'il va participer à 3 conclaves, 1721, Clément XI, 1724, Innocent XIII, Benoît XIII, 1730. Donc nous revenons sur les livres imprimés à Paris qui se trouvent à la bibliothèque Brissonnet. Le premier dont je veux vous parler, c'est ce livre-ci qui se trouve dans le trésor de la bibliothèque. Ce livre ne porte pas les armes du prélat, mais ceux d'Antoine de la Roche de Fronteny, son suiveur. Vous voyez d'azur à 3 rocs d'échiquier d'or posés 2 à 1 au milieu des armoiries et à chaque angle du livre. Alors, le missel, vous retrouvez les armes du prélat sur la page de gauche et la date tout en bas. Et puis, je vous ai mis la page sur Saint-Étienne, puisque notre cathédrale est dédiée à Saint-Étienne. À l'intérieur de ce missel, de très très belles gravures. Vous voyez, ces gravures ne sont pas signées. Je vous ai mis une résurrection, une crucifixion et une résurrection. Dans le livre suivant, le processionnal, donc c'est pour l'usage des paroisses du diocèse de Meaux. Donc là, nous sommes en 1724. Vous voyez que le livre a été imprimé à Paris par Louis Sevestre. On retrouve cardinal, prêtre,
du titre de Saint-Cyr et Sainte-Julie. Donc il faut savoir qu'il dépendait de cette église de Rome et qu'à la fin de son mandat, il va dépendre de Saint-Bernard. Sur ceci, vous avez aussi également des livres qu'on appelle les mandements. Il y aurait 5 mandements, 5 volumes, écrits en français et en latin. Ils sont très intéressants parce que ce sont des instructions pastorales et ils comprennent, tous ces livres comprennent le courrier bilingue écrit avec tous les prélats, les autres prélats français ou étrangers. Alors, on remarque sur cette gravure le chapeau d'évêque, la croix de procession, la crosse, les 3 écrevisses au centre de ses armes, puis vous avez les burettes à droite, vous avez le calice à gauche, avec un livre ouvert. Voilà, c'est une et la mitre sur la droite. En bas à droite, et un encensoir, hein, puisqu'on voit un petit peu de fumée qui s'échappe de l'encensoir en haut à droite. Voilà, alors je termine à nouveau par le portrait du cardinal et surtout le H pour Henri. Vous savez que cet évêque, il signait Henri, évêque de Meaux. Et sur cette lettre, vous retrouvez la croix de procession, le calice, l'encensoir en bas à gauche et la crosse de l'évêque en haut à gauche derrière le H. Voilà, vous avez toutes les représentations de son ordre. Alors, je voudrais vous parler de son courrier. Il va avoir un courrier important, donc avec beaucoup de prélats, mais je vais vous parler d'un courrier intéressant qui a été racheté par la ville de Meaux et qui se trouve à la médiathèque de la ville. 38 lettres inédites à Madame de Maintenon, écrites entre 1707 et 1717. La plupart de ces lettres sont de brefs courriers adressés à partir de Paris, Versailles ou Marly, parce que la cour souvent était à Marly l'été au mois de juillet. Seules 6 lettres sur 38 ont été écrites de Meaux, Germigny ou la Chapelle-sur-Crécy. Je vais vous lire une lettre de 1714 écrite de Germigny, adressée à Madame de Maintenon en 1714. Content de répondre ce matin, Madame, à la dernière lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, j'ai reçu une lettre de Monsieur le Chancelier, datée de dimanche dernier 16 de ce mois, par laquelle il me demande que l'intention du roi est que je me rende à Fontainebleau vers la fin de la semaine. Quelque peine que cela me fasse, je serai à Fontainebleau vendredi prochain avant midi, où je souhaite très fort de vous trouver en bonne santé. Je suis, Madame, avec un respect infini, votre très humble et très obéissant serviteur. Et la deuxième lettre que j'ai retenue, c'est une lettre écrite à Meaux, à la fin de son mandat. Donc cette lettre écrite après la mort du roi. Il y a quelques années, Madame, que j'entretiens dans l'abbaye de Notre-Dame de Meaux une jeune demoiselle de mon diocèse et que je paie sa pension. Comme elle est présentement en âge de prendre son parti et qu'elle a grande envie de se faire religieuse, il m'est impossible de payer sa dot, sans ôter une partie de ce que je donne déjà aux autres couvents qui meurent de faim. Le roi a une place à nommer dans l'abbaye Notre-Dame de Meaux, où cette demoiselle est pensionnaire, mais comme ces places sont destinées, ainsi que vous le savez, aux jeunes demoiselles de Saint-Cyr qui veulent se faire religieuses, si vous voulez renoncer à cette place de Notre-Dame pour cette fois-ci, ce serait un moyen assuré pour faire gratuitement religieuse notre pauvre demoiselle.
Je suis, madame, avec tout le respect possible, votre très humble et très obéissant serviteur. Je vous rappelle que madame de Maintenon, après la mort du roi, va aller dans le couvent de Saint-Cyr, la maison royale de Saint-Cyr, à côté de Versailles. C'est là où elle passera sa retraite. En conclusion, cet évêque a connu la fin, à la fin de sa vie, le règne, il a connu le règne donc de 2 rois et de la régence. Il a été évêque pendant 33 ans, lui Bossuet n'a été évêque que pendant 23 ans. C'est un évêque cultivé appartenant au siècle des Lumières qui a énormément publié, qui a rénové le cœur de sa cathédrale et fait preuve d'une grande générosité. Il a entretenu une correspondance avec de nombreux prélats français et étrangers et nous retrouvons tout ce courrier dans les nombreux mandements ou instructions pastorales. Voilà, regardez une dernière fois ce portrait du cardinal de Bissy qui est en train de réfléchir à son prochain discours ou sa prochaine lettre. Merci beaucoup Véronique pour cette belle évocation de Monseigneur de Bissy. Est-ce que vous avez les uns et les autres des questions à poser à Véronique ? S'il n'y en a pas, nous allons pouvoir passer à l'évêque suivant, qui est Monseigneur Camille-Louis Apollinaire de Polignac. Merci encore Véronique. On te donne rendez-vous pour une prochaine conférence. Merci. Ça valait le coup de recommencer.